Salut tout le monde, et c'est le nez plein de mucus aujourd'hui que je fais cette vidéo, cette foire aux questions où je vais répondre aux 5 questions, interrogations qui m'ont été le plus posées sur les réseaux sociaux dans les derniers temps. Et chacune des questions, je vais dire c'est qui me les a posées. Fait que commençons tout de suite par Michel qui me demande comment va le marché immobilier présentement. Le marché immobilier présentement va vraiment mieux que mon nez. Mon Dieu, désolé. Qui est totalement plein. Comment va le marché immobilier? En 2024, le marché immobilier va mieux qu'en 2023. Pourquoi? Pourquoi? Je ne dirais pas juste il va mieux. Si tu veux voir toutes les statistiques et les chiffres, tu peux aller voir mes statistiques sur ma chaîne Facebook. Non, ma chaîne YouTube qui s'appelle Service immobilier. Dans l'onglet Comment va le marché immobilier, puis tu as tous les chiffres, les vrais chiffres. Tous les chiffres détaillés par région, par... c'est vraiment facile. Mais poussons la réflexion. Pourquoi ça va mieux en 2024 qu'en 2023? Mais premièrement, les policiers ils étaient en grève, ils ont eu leur négo. Les enseignants étaient en grève, ils ont eu leur négo. C'est quand même 2 grands bassins d'employés, d'acheteurs de maisons qui drivent le marché immobilier, qui ont réussi à avoir gain en négociation. Fait que ça vient aider. Parce que, tu sais, si tu es en négo pendant 8 semaines, que tu fais moins que ton salaire de d'habitude, il y a des maudites bonnes chances que tu aies un petit break sur ton projet immobilier. Deuxième chose, les propriétaires sont de plus en plus réalistes. Tu sais, là, 2020, c'était comme, oh, c'était fire, là, le marché immobilier. 2021, ça n'avait pas de sens. 2022, oh, ça commençait à se calmer. 2023, c'était plus difficile. Fait que là, on s'éloigne du moment où c'était incroyable, c'était bobli, ce marché-là. Fait que là, les propriétaires, ils commencent à revenir sur la terre un peu. Revenir sur la terre, ça veut dire que de plus en plus, davantage de propriétaires vont baser leur choix sur les conseils de leurs professionnels, sur les statistiques et les mathématiques, au lieu de se dire « Ouais, moi, je pense que ça commence mal ta phrase quand tu dis « Moi, je pense que... Moi, je vais voir le médecin parce que j'ai quelque chose, j'ai comme mal ici. » Puis il me dit « Ouais, c'est une crise d'appendicite. »« Ouais, moi, je pense que j'ai lu sur Google que... » Tu vois comment c'est sans dessin? C'est la même affaire pour l'immobilier, tu sais. Il y a du monde qui ont les compétences pour essayer de t'aider, puis de te guider, puis de te donner les bons outils de réflexion. Écoute-les. Donc, la deuxième chose, c'est que les propriétaires sont de plus en plus réalistes. Les taux d'intérêt, ça c'est le troisième facteur, les taux d'intérêt sont plus stables. Ils annoncent même peut-être une petite baisse, mais le fait qu'ils ne sacent pas le camp à 7, 8, 9%, ça aide énormément. Puis la quatrième chose, c'est qu'il y a plus de maisons dans le marché immobilier présentement québécois. Ce qui veut dire que s'il y a une forte demande, mais il y a plus d'offres, ça s'équilibre un peu. C'est pas équilibré, mais ça tend à s'équilibrer. Fait que Michel, c'est pour ça que le marché immobilier présentement va bien. Il va comment? Il va bien. Il va bien pour les vendeurs, puis il va mieux pour les acheteurs. Deuxième question, c'est Julie qui me pose ça. C'est quoi le meilleur moment pour vendre? Le meilleur moment pour vendre, c'est quand tu en as besoin. Ça, c'est la première affaire. Mais mettons, dans l'année, là, si je te fais une courbe, là, ça va être une bosse, ça va comme être un chemin avec un dos d'âne. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Tu l'as vu partir, tu la voyais plus, parce que ça commence après ça à janvier. Fait que janvier, février, ça lève. Mars, avril, c'est fire raide. Mai, juin, ça commence à se calmer. Juillet jusqu'à décembre, c'est un marché régulier. Fait que si j'ai à te faire un conseil, puis tu es capable de le suivre, si tu es capable de vendre entre janvier et mai, c'est le meilleur moment de l'année pour vendre une propriété. Troisième question, c'est Simon qui me pose ça. Pourquoi tu dis courtier gratuit quand tu achètes? C'est quoi ça, cette affaire-là? De où tu prends ta commission? Bon. Premièrement, un courtier, c'est pas gratuit quand tu achètes, mais ça se peut que tu le payes pas. À vrai dire, il y a de fortes chances que tu ne le payes pas. Pourquoi? Parce que quand un vendeur utilise les services d'un courtier immobilier pour vendre, dans son contrat, il y a déjà un pourcentage qui est préparé pour un courtier qui viendrait apporter un acheteur et qui finaliserait la transaction. Donc, si toi, tu es dans cette situation-là, tu prends un courtier, vous allez visiter une maison, c'est vendu par 1, 2, 3, l'agence du coin, vous faites un offre d'achat, c'est accepté, vous passez devant le notaire, tu n'as jamais besoin de payer ton courtier, c'est le vendeur
qui va payer le courtier du vendeur, puis le courtier du vendeur qui va partager sa rétribution avec ton courtier. Et c'est pour ça que je dis que c'est gratuit. Puis il y a plus de 90% des transactions qui se passent à l'aide d'un courtier immobilier au Québec. Donc on peut dire qu'il y a de fortes chances que tu n'aies pas besoin, mon Dieu, de payer ton courtier immobilier si tu veux acheter. Puis là, tu sais, j'en ai parlé régulièrement, à tous les 3 mois, je pense que je fais une vidéo là-dessus, mais ça vaut la peine d'avoir un courtier immobilier quand tu veux acheter. Informe-toi pourquoi. Va voir les vidéos sur ma chaîne. Je ne veux pas rentrer dans le sujet plus que ça, mais ça peut être gratuit. Là, tu me diras, ouais, mais une maison sur du proprio? Ah ben là. Si le vendeur est prêt à payer le courtier pour faire la transaction, bingo, tu n'as pas besoin de le payer. S'il ne veut pas payer le courtier immobilier, puis il est dans son droit de ne pas vouloir le payer, bien là, à ce moment-là, c'est à toi de décider, est-ce que tu vas prendre ton courtier puis tu vas le payer? Moi, je charge 1% de rétribution dans ces temps-là, ou tu vas faire la transaction tout seul. Tu as le droit. Il n'y a vraiment pas de problème. À moins que là, il y a des petites particularités, mais normalement, tu as le droit. Fait que, Simon, c'est pour ça qu'un courtier, c'est gratuit quand tu achètes. Nat. Tu me poses la question, c'est quoi ça la nouvelle loi de double représentation? Bon. Là, je tiens à mentionner, disclaimer, ce n'est qu'une brève explication qui n'est pas un avis juridique de la loi. Vous pouvez aller voir sur le site de l'OASIC où c'est très bien expliqué parce que l'OASIC est là pour protéger le public. Moi, je suis juste là pour vous divertir et vous informer un peu. Donc, bref, je vais juste tenter de vous expliquer ça rapidement. La première chose qu'il faut comprendre, pour représenter quelqu'un, il faut un contrat. Donc, si tu représentes un vendeur, c'est parce que tu as un contrat de vente avec lui. Tu ne représentes pas un acheteur tant que tu n'as pas signé un contrat d'achat avec lui. Première chose qu'il faut comprendre présentement. Et là, la double représentation, c'est que tu n'as pas le droit d'avoir un contrat avec le vendeur et un contrat avec l'acheteur et de faire la transaction parce que là, si tu as un contrat, tu représentes les intérêts de ton client que tu représentes et tu ne peux pas défendre les intérêts de deux parties qui n'ont pas les mêmes intérêts dans la même transaction. C'est ça la loi sur la double représentation. Là, les petites particularités, là, parce que moi, je représente énormément d'acheteurs dans une année. Je signe jamais de contrat d'achat ou quasiment pas. Ça veut dire que je les représente pas. Légalement, là, dans les textes, dans notre déontologie, là, si j'ai pas de contrat avec eux, je les représente pas et automatiquement, je représente le vendeur. Même si je le connais pas, même si je l'ai jamais vu, même si j'y ai jamais parlé. Toutefois, c'est important de comprendre que le courtier que tu utilises pour acheter, avec lequel tu n'as pas de contrat, va quand même être là pour te donner un service de qualité. Et là, je ne m'embarque pas plus loin parce que je ne veux pas aller dans une polémique et me mettre dans une situation houleuse. Allez lire les textes de loi, mais je vous conseille fortement d'utiliser un courtier pour acheter, un courtier pour vendre, pas le même dans les deux cas, puis là, ça règle tout le problème. Super facile! Mais la double représentation, c'est ça. Pour représenter, il faut un contrat, puis tu peux pas avoir un contrat avec l'acheteur et le vendeur en même temps. Simple, nat, c'est ça. La 5e question, c'est Tim qui me pose ça. Et merci que ce soit la dernière question parce que, my God, que j'ai de la misère à vous parler. Crois-tu que les maisons sont négociables? Tim. J'aime ta question parce que ça me pousse à vous parler de comment est le marché présentement. Tim, le marché est à 2 vitesses. Les propriétés qui sont bien mises sur le marché, qui ont été bien réfléchies, qui sont basées sur les statistiques pour être affichées, qui ont été bien préparées puis qui ont été présentées sur tous les réseaux possibles aidant la visibilité de la propriété, eux, présentement, non, sont sûrement pas négociables. Parce qu'ils ont un bon prix, sont bien présentés et bien préparés, ils vont sûrement se vendre en moins d'une semaine. Par contre, il reste encore beaucoup de propriétaires qui, malheureusement, ont un désir, une volonté, une foi indestructible envers le prix qui juge bon leur propriété. Et là, ces propriétés-là ne se vendront pas dans les 7 premiers jours, ni dans les 14, probablement pas dans les 21. Puis là, c'est négociable. Pas toutes, mais
mathématiquement, ils sont négociables. Là, à partir de là, s'ils sont barrés sur le prix et ils ne veulent pas négocier, ça se peut qu'ils ne soient pas négociables. Mais tu peux définitivement t'essayer. Puis ce qui est le fun dans des situations comme ça, c'est que probablement que tu vas être seul à déposer une offre d'achat. Tu ne seras pas en offre multiple. Fait que tu vas pouvoir, somme toute, prendre ton temps pour faire l'offre, négocier, recevoir une contre-proposition, en renvoyer une et vice-versa comme ça. Jouer au ping-pong avec le vendeur. Fait que oui, il y a des propriétés qui sont négociables. Puis si tu regardes les moyennes des prix affichés versus prix vendu, on est en dessous de 100%. Ce qui veut dire qu'en moyenne, les transactions se passent en dessous du prix affiché au Québec. Partout au Québec. Fait que si tu m'écoutes puis tu comprends mon accent, clairement, tu es au Québec. Fait que ça répond aux 5 questions que je me suis fait le plus poser dans les dernières semaines. Je ne savais pas quoi faire comme vidéo. Je ne savais pas. J'ai moins d'idées. Aidez-moi. Mais ça, ces questions-là, ça vient m'aider à faire des capsules puis à continuer de vous donner de l'information sur l'immobilier, ce que j'aime drôlement faire. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je retourne à ma boîte de mouchoirs.